Salut, c'est Kiteness. J'ai commencé donc à faire une série de science-fiction qui est tirée d'une proposition d'un forumer qui était sur la taverne des aventuriers. Donc il y a un forum qui est lié qui est un forum, j'ai un peu de mal au début, qui est un forum de passionnés des livres dont vous êtes le héros. Donc principalement connu l'édition fantastique de Gallimard et toutes les autres séries s'accrochant à ce système de littérature arborescente. Et un des forumers, ça fait quelques années, attends, je regarde la page, en 2020, qui s'appelait Milk, avait créé une fausse série de livres de le héros qui s'appelait Chasseur de primes. Et donc il avait créé des couvertures et des synopsis sur les premiers, sur une dizaine de volumes. Et c'est resté comme ça pendant quelques temps. Un autre forumer a décidé de se lancer dedans. Il a sorti un premier volume qui s'appelait Zone Zero, qui s'appelait Dans l'enfer du jeu, je crois. Qui est sorti quelques années après, en 2016. Il a récupéré un Yas de bronze pour l'aventure là, mais il n'a pas continué. Ou alors il continue en ce moment de travailler sur la suite, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Moi personnellement, j'ai commencé à faire j'ai fait une aventure dans Vous êtes le héros qui s'appelle Consomption il y a quelques années, qui a récupéré aussi un Yas de bronze. Et j'ai aussi, au début quand je suis arrivé dans la communauté, j'ai repris un projet qui était aussi commencé, qui s'appelait Retour Mario Scorpion. Et j'ai participé à la remettre en route et à presque aller jusqu'à la fin. J'ai été aidé par un autre forumer qui s'appelait HDV, qui a réussi à finir le projet complètement, parce que moi j'ai dû quitter le projet vers la fin puisque je me suis marié et je me suis expatrié au Japon. Et voilà, ça fait quelques années. Et là récemment, je me suis décidé j'ai découvert Twin récemment parce qu'il y avait le forum FI, Fiction Interactive, qui s'est lancé qui a fait des petits formats courts de fiction informative de 500 mots, c'est très peu. J'avais essayé d'en faire un, mais j'ai pas réussi. Par contre, j'ai découvert Twin et j'ai vu que, contrairement aux aventures dont vous êtes le héros, ce qu'on appelle les AVH qu'on fait chez nous, qu'on fait dans la communauté, Twin permet d'avoir une automatisation et puis de faire de la programmation qui permet de gérer pas mal de choses en back, je dirais, par derrière. Et ça permet de régler pas mal de problèmes au niveau de l'activité du joueur. Par exemple, ça permet de cacher le mot de passe, de cacher des renvois. On peut aussi créer des personnages automatiquement, faire régler les combats automatiquement si on fait des combats. Et ça me semble être intéressant. Et comme le projet de Milk me plaisait bien, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Et pourquoi pas le faire en directement en direct sur Twitch. Donc j'ai planifié le projet comme ça. J'ai planifié le projet depuis une semaine ou deux. Et j'ai donc prévu de faire ça avec des petites aventures, donc parce que 13 ou 14 aventures, ça commence à faire beaucoup, donc peut-être une centaine de sections, pas beaucoup de sections quoi, des petites aventures, mais de façon à être sûr d'arriver à la fin de la série. Donc la planification, de toute façon j'ai réfléchi, il y en a pour au moins, à mon avis, il y en a pour 2 ans au niveau IRL, temps de planifier, de créer les aventures, de les écrire, de les réécrire, enfin de les corriger, puis de les publier sur les forums. Ça fait beaucoup de choses, donc à mon avis, il y en a bien pour 2 ans, tout compris quoi. J'arrive au bout, mais enfin de toute façon, j'ai planifié ça sur 2 ans facilement. Donc pour l'instant, ce que je vais faire dans ces vidéos, juste présenter la façon dont je vais planifier la planification de mon projet, du projet. Donc le forum, sur le forum de cette taverne, vous trouverez l'ancienne série où il y a les synopsis, mais on va les analyser dimanche. Je ferai la prochaine stream, je ferai l'analyse de ce qu'il a fait pour regrouper les informations et après développer l'univers. Le sujet datant, on n'a plus les anciennes les couvertures qu'il avait fait, mais j'ai un forumer Steph qui m'a donné l'image, et donc vous avez ici
les fausses couvertures qu'il avait créées. Donc voilà, il y en a 12 pour l'instant. Mais je sais pas si je vais faire, si je vais les faire. Je vais essayer de coller au mieux de ce qu'il a fait, mais bon, si on veut créer un univers assez cohérent, il y aura sûrement des petits changements, soit dans les scénarios, soit dans l'ordre des livres. Je verrai bien. Donc le projet pour l'instant, donc comment ça va se passer? Donc là pour l'instant, là je vais vous expliquer la première phase. Là voilà, de toute façon la phase 0 en fait c'est juste la présentation de ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo. Donc objectif de navigation, c'est ce que j'ai dit, j'en ai pour à peu près 2 ans pour tout sortir. Si j'arrive, si je monte, si j'ai pas de temps pas d'avant. Et donc comme je disais, le fait de travailler sur Twin va me donner va changer un peu la fabrication de l'aventure, de l'arborescence, parce que comme on est sur quelque chose d'un peu plus dynamique qu'un PDF où on est obligé de tout écrire et le joueur voit un peu tout, c'est-à-dire que le fait de voir si à un moment donné vous avez tel objet et vous devez aller à tel endroit, certains aiment bien parce que ça permet de voir qu'il y a des objets à chercher, d'autres préfèrent pas trop parce que ça peut spoiler l'existence d'un objet et les actions qui sont liées avec. Dans tous les cas, Twin va me permettre de faire quelque chose de plus dynamique. Donc il y a aussi une partie programmation au niveau de la création du personnage, des règles de jeu, si on vu que Milk voulait en faire, donc je vais essayer de me rapprocher de ce qu'il voulait faire. Il y aura des combats, donc tout ça, à voir comment on va programmer ça pour avoir un déroulement assez simple et puis donc assez beaucoup plus automatisé, on va dire, que le joueur ait moins de choses à faire. Alors évidemment ça peut être aussi moins amusant parce que peut-être que les joueurs aussi aiment bien régler les combats à coup de jet de dés ou changer la fiche d'aventure. On verra bien dans le temps si après en fonction des gens qui viendront participer ou pas. Peut-être que je peux faire les deux formats en même temps, un format Twin, un format PDF, on verra bien. Donc ensuite, donc il y aura une phase, j'ai mis des phases comme ça. Donc la première phase, donc ce qui va définir la première phase, donc qui sera la suite de cette vidéo, les prochaines vidéos, les prochains streams. Donc la prochaine vidéo, ça va être le prochain bloc, la phase 1, je vais définir le background de ce que j'appelle le Kateverse, donc parce que comme un ancien former, Fedor 59 a lancé lui-même son adaptation de la série, moi je vais faire une version à moi, donc je vais l'appeler version Katniss ou ce que je vais appeler Kateverse, ça peut être rigolo. Donc prochaine vidéo, classement des informations dans le synopsis de Milk, donc c'est-à-dire que je vais regarder, donc on va juste récupérer les informations de ces synopsis, tout ce qu'il a mis en background, donc géopolitique, chronologie, les personnages récurrents, les événements, les planètes, de façon à avoir déjà son univers préconstruit et derrière on travaillera dessus. Ensuite la vidéo suivante, il y aura harmonisation des informations, peut-être réflexion sur l'histoire qu'on veut raconter, et de là peut-être que je les inverser finalement, je vais voir. À partir du moment où on a défini, qu'on a récupéré toutes les informations, on aura une vue de son univers et on va pouvoir réfléchir. Je pense que je vais mettre ça en premier en fait, pardon, je vais me changer le truc tout de suite. On va mettre plutôt réflexion, en fonction de ce qu'on a fait, on fera une réflexion, on va faire une réflexion sur l'histoire que l'on veut raconter. En gros, on aura un univers proposé avec une histoire, un scénario global, donc comme c'est un scénario sur 13 volumes, sur une douzaine de volumes, il est clair que ça fait un peu comme le solitaire, c'est-à-dire que la construction de l'histoire et du monde, en premier lieu au niveau de la série, ça va être du linéaire, ça va pas être arborescent. Si on voulait faire quelque chose d'arborescent, on pourrait, et dans ce cas-là, on pourrait peut-être se rendre d'un bouquin à l'autre et avoir quelque chose de beaucoup plus original. Mais on va rester quand même sur ce qu'il avait fait, on va rester sur une série simple, donc un peu comme le solitaire. Donc la construction du monde et la construction de la géopolitique globale au niveau de la galaxie, au niveau de son univers, et le background et les arcs globaux du personnage qu'on va jouer, et les arcs globaux des personnages récurrents, ceux-là on peut y réfléchir et les pondre assez rapidement dans les grandes lignes. Je pense que ça posera pas de souci. Ensuite, les conséquences en termes de background des systèmes de jeu. Milk avait proposé aussi, on verra ça plus tard, il avait des idées de systèmes de jeu. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'il y avait dans le solitaire. Il y a certains mélanges de solitaire et de jeux de rôle. En fait, il avait des caractéristiques, il voulait des combats, des compétences qui augmentent
bon, je pars sur un petit format, moi sur une centaine, peut-être 150 sections par tome, donc on ne pourra pas, à mon avis, faire tout. Et la deuxième chose qui est importante en ce qui me concerne, c'est que le système de jeu doit s'intégrer aussi à l'histoire qu'on veut raconter. C'est-à-dire que le système de jeu est intéressant s'il se mêle très bien à l'histoire. Si on veut raconter l'histoire d'un guerrier, par exemple, on pourrait imaginer qu'effectivement on mette des combats avec donc des capacités de force et des choses comme ça, mais d'un autre côté on pourrait aussi raconter une autre histoire. Si par exemple on pourrait imaginer que le personnage est extrêmement fort et qu'au final eh ben, les caractéristiques de force et de puissance en combat, finalement, c'est peut-être un très bon combattant. Et on n'est peut-être pas obligé de tester ses capacités et dire que finalement, au combat, il est très bon. Et dans ce cas-là, on pourrait le mettre en difficulté sur d'autres pans de son existence de ce personnage, sur des compétences sociales ou des compétences, je sais pas, informatiques, comme dans la science-fiction, des choses comme ça. Donc on va regarder, et le but est donc que les valeurs, enfin pas plus les valeurs, mais plus la définition des caractéristiques ou des compétences qu'on va donner à notre joueur puisse nous servir aussi dans le background et dans l'avancée du scénario et dans les différents chemins qu'on va pouvoir créer. Par exemple, un joueur qui aurait négligé ses compétences sociales, on pourrait lui créer des arcs où la discussion l'empêche d'avoir certaines quêtes et doit trouver une autre façon de les régler. Pas forcément toujours à coup de combat, mais enfin on peut imaginer des choses comme ça, de façon à ce que autant l'aspect mécanique des caractéristiques puisse servir en termes de jeu pur, qu'on comparait des valeurs, faire des tests sur des GD, des choses comme ça, donc un aspect purement mécanique et ludique, autant ce serait bien qu'elle soit aussi intégrée dans le background, dans le scénario, et que ça puisse nous ouvrir certaines voies, certaines arborescences. Et comme ça, on a une histoire et on a une ambiance qui est très cohérente. Plutôt que de choisir par exemple un système où on veut des combats aussi pas au sabre laser, au pistolet laser par exemple, mais qu'on décide de coller dessus un système défi fantastique avec de l'habilité et de l'endurance, qui est un système au coup par coup, alors que normalement un combat au pistolet laser, ça devrait être des combats instantanés, quoi, et extrêmement létaux. Donc à réfléchir aussi de ce qu'on doit faire en termes de combat et du système de jeu. Donc cet aspect-là aussi, c'est important de prendre la réflexion dès le début, de donner des grandes lignes et de s'y tenir pour que après, quand on va rentrer dans les détails, on ait effectivement des contraintes, mais qu'on puisse justement exploiter ces contraintes pour trouver d'autres chemins ou être plus créatif sur la résolution de certaines intrigues ou de certains problèmes que le personnage pourra rencontrer. Donc on fera ensuite une harmonisation des informations, donc c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que, maintenant que je sais ce que je vais raconter comme histoire et que j'ai quelques idées de mon système de jeu global, des grandes idées que je veux faire, je vais pouvoir modifier et adapter toutes les informations qu'on a récupérées au début. Leur donner une forme, donc faire une géopolitique qui correspond, mettre des factions, des gouvernements, des choses comme ça, des sociétés, une chronologie peut-être, et aussi s'occuper des personnages. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail, mais pas complètement, mais vraiment prendre vraiment s'approprier, je dirais, le travail de Milk et le tordre un peu pour que ça fonctionne bien dans l'histoire qu'on veut raconter, dans l'histoire qu'on veut raconter, dans l'ambiance. Je n'arrive pas à trouver le mot, pardon. Ensuite, il y aura une définition plus détaillée du cahier de verse, donc c'est ce que j'appelle le cahier de verse, donc ça veut dire univers, technologie, histoire et géopolitique, donc pareil, et rebouclage sur ce qu'on a fait avant. Ça va être important de travailler surtout sur la technologie et l'univers, puisque comme on est dans un univers de science-fiction, choisir des lois physiques qui nous arrangent, entre guillemets, vont nous permettre de justement donner une teinte à notre univers. Parce qu'un univers où on se balade de planète en planète, donc de système solaire en système solaire, soit on décide d'utiliser par exemple la contrainte de l'espace-temps et de dire que on peut pas dépasser les vitesses de lumière, et quand vous avez une étoile qui a 4 années-lumière, ça fait 4 ans de voyage. Soit on peut tricher entre guillemets, on peut s'amuser avec des portes des petits trous de verre ou des portes à la Stargate, et dans ce cas-là les déplacements sont instantanés, et donc on n'a plus trop de problèmes.
Pareil au niveau de la communication, est-ce qu'on se limite à la vitesse de la lumière, donc renvoyer un message sur une autre planète qui a 4 années-lumière, vous avez 4 ans pour y aller, 4 ans pour la réponse, c'est pas possible. Donc ça va donner un univers assez intéressant. Donc à voir, là je réfléchirai aussi sur ce que je veux faire. Bon, j'ai un peu réfléchi, j'ai quelques idées, je les proposerai. Et en fonction de s'il y a des gens qui veulent participer ou aider un peu à réfléchir là-dessus, bah, n'hésitez pas. Vous aurez en bas dans la bio sur la liste de ma chaîne Twitch, vous avez une boîte à idées si vous avez des suggestions, ou vous pouvez aller sur les forums RV1 ou les TV des aventuriers, les liens sont en bas, pour répondre au sujet dans lequel j'ai un sujet dans chaque forum, donc vous pouvez y participer, venir aussi proposer des idées ou donner vos commentaires. Et enfin, on terminera sur le système de jeu. Dans l'orientation générale du système de jeu, potentiel narratif, dont je disais tout à l'heure, gestion de l'échec, ça c'est un aspect important. Souvent dans les jeux comme les défis fantastiques qui avaient quand même une teinte plus jeu de rôle, bah en fait les gars s'embêtaient pas, ils faisaient un test, vous réussissiez, vous surviviez, vous ratiez votre test, vous tuez limite. Donc là pareil, on va éviter de tuer les gens pour un jet de dés ou un test comme ça. Et donc en fait ce que je pense c'est que quand on veut faire des tests, qu'on veut faire tester les joueurs, il faut penser à l'échec, c'est-à-dire qu'il faut déjà générer l'arborescence qui va être l'échec, et après la réussite c'est plus facile à réfléchir. De façon à avoir il y a aussi un aspect narratif plus intéressant et plus plus sympathique en le joueur, plutôt que de le mettre en dehors de l'aventure avec un jet de dés qui va le tuer purement et simplement. Je pense que normalement le système de jeu devrait tuer le joueur plus avec la variance des combats, sachant qu'on peut donner de l'équipement au joueur pour qu'il s'en sorte, et que à moins qu'il ait mal géré son équipement, on va gérer ce truc, ou pas pris les bons chemins pour des chemins plus difficiles où il y a besoin de plus d'objets ou plus de compétences. À ce moment-là, je pense que la majorité du temps, on devrait être capable de casser la variance, de maîtriser la variance, de façon à ce que la gestion de l'échec se fasse uniquement sur, j'espère, la majorité du temps, des erreurs de stratégie du joueur. Genre, il a utilisé l'objet là, il aurait peut-être pu utiliser un autre objet, et finalement, là, ça aurait pu lui servir, parce que les objets, il y en a deux types. Vous avez soit des objets, compétences ou quoi que ce soit, point de règle, qui sont soit des boosts, donc qui donnent un avantage au joueur ou un désavantage à son adversaire, ou soit des jokers, comme des points de destin ou des pouvoirs par exemple un pouvoir qui pourrait, on pourrait lui donner un missile atomique et puis hop, il détruit un vaisseau spatial, donc ça lui évite le combat, un combat difficile. Il peut avoir un joker comme ça pour éliminer un combat. Et si à un moment donné il fait ça sur un adversaire facile, et puis après quand un adversaire difficile il meurt, la stratégie c'était peut-être de combattre l'adversaire facile et d'utiliser la bombe contre le boss ou contre le méchant, contre l'adversaire plus difficile. Donc si on construit notre aventure comme ça, une fois de plus, on va réduire la variance, et c'est pas le dé qui va tuer le joueur, bien que des fois les dés sont pas sympas, mais normalement la majorité du temps il faudrait qu'on s'arrange à ce que ce soit plus des erreurs de stratégie du joueur, ou d'avoir pris le mauvais chemin, ou d'avoir fait des mauvais choix entre guillemets. Mauvaise gestion d'équipement. Ça c'est pas évident à faire non plus, on verra bien si on y arrive. Bref, bon, tout ça c'est tous ces détails là que je vais ingérer, que je vais sous-entendre dans mes choix pour définir un background global de mon univers. Et donc quand tout ça sera écrit et défini, on aura déjà un univers qui sera, ma foi, corps à corps déjà bien défini, des technologies, des règles physiques qu'on comprendra, et on pourra jouer avec ça, et ça nous donnera une ambiance, et on pourra après écrire une histoire dedans qui sera pas trop mal. Donc quand tout ça sera défini, on aura défini notre univers avec en gros les règles et puis un arc narratif global sur la série. On va partir plus en détail. Donc c'est un peu la méthode flocon que j'ai appliquée là-dessus. Alors la méthode flocon, c'est une méthode pour écrire un roman. Et en fait, ça part du début où vous écrivez une phrase, et après votre phrase, vous la décalez, vous l'explicitez en un paragraphe, et après chaque phrase du paragraphe s'explique
en plusieurs paragraphes, etc. Vous définissez les personnages, la version des personnages, et au bout d'une dizaine d'étapes, vous avez arrivé pratiquement à avoir écrit toutes les scènes de votre roman, les chapitres et tout. Et après, vous n'avez plus qu'à passer à l'écriture. Dans le cadre d'une aventure arborescente, effectivement, notre flacon va pas marcher jusqu'au bout. Je pense que les 2-3 premières étapes, 3-4 premières étapes sont quand même intéressantes, surtout pour l'aspect de la série, parce que comme on a dit que la série, les tomes se suivaient. C'est comme si j'écrivais un roman quelque part, donc j'ai pas de problème de variance dans mon scénario. Je pourrais après générer des petites variantes, genre si on rencontre un personnage récurrent, effectivement, si on veut faire une action avec lui dans un tome, dans un autre tome plus loin, on pourra effectivement avoir des conséquences, mais je pense pas que au niveau de la globalité de l'histoire, ça a un impact. Enfin, après, on pourra choisir. On pourra revenir en arrière si à un moment donné, on a une idée intéressante. Donc, pour la série, on a une étape 1 qui consiste à faire un résumé en une quinzaine de mots, donc une grande phrase ou deux phrases moyennes. Ensuite, on passe à la phase 2, donc, qui va expliquer le contexte en paragraphe avec une étape initiale, des péripéties et une étape finale, donc qui est la structure globale des récits, avec la réflexion des péripéties, donc le nombre de péripéties, est-ce que j'en fais une par tome, est-ce qu'un groupe de tomes correspond à une péripétie? C'est à ce moment-là qu'on va essayer de réfléchir selon ce qu'on a vu déjà précédemment. Peut-être qu'on pourra faire des arcs sur 2-3 tomes, dire ah tiens ça correspond à tel état du personnage, tel état de l'univers, tel état de l'avancée. Peut-être qu'on peut faire des petits arcs sur 2-3-4 tomes, on verra bien. Les péripéties donc qui vont avancer l'intrigue, explorer l'univers, développer le personnage, explore les thématiques du récit, donc ça c'est les règles de base de la littérature. Et une justification et pertinence donc des péripéties, c'est-à-dire qu'elles doivent être articulées par causalité avec parce que donc mais et non pas avec des cumulations et. Par exemple, si je dis le héros se balade par exemple, il se balade dans la plaine et un chien l'attaque et il se fait mordre par le chien et etc. Ça c'est une cumulation d'événements et ça n'a pas d'intérêt, on ne retrace pas le truc. Alors que si par exemple je dis je marche dans la plaine et je vois un chien et je marche dessus, donc quand je marche dessus, donc le chien me mord, mais je suis plus fort que lui, etc. On a une suite de causalité et c'est plus pertinent. Donc ça aussi, il faut faire ça attention, ça qu'on écrit un récit, je l'ai mis là parce que c'est quand même important. Parce que comme on est après qu'on va descendre dans la déstructuration dans les tomes, qu'on va vouloir faire de l'arborescence, peut-être qu'on va se tromper en disant ah bah je mets ça et puis en fait on n'aura plus notre articulation causale. On verra bien. Ensuite, étape 3, conception des personnages. Donc on va définir un minimum notre personnage principal. Qualité, défaut, désir, mais besoin. C'est une sorte de structure qui permet de donner quelques points au personnage. Alors évidemment pas trop parce qu'il faudrait quand même que les gens puissent s'identifier au personnage. C'est toute la subtilité du truc, c'est qu'à un moment donné, soit on crée une coquille vide, les joueurs font ce qu'ils veulent dedans, mais dans ce cas-là, vous devez assumer le fait dans vos choix d'avoir un personnage qui peut être complètement bon, complètement mauvais. Donc ça vous demande plus de travail au niveau des arborescences. Soit on le définit un minimum, de façon à ce que, si par exemple on définit un personnage gentil, il ne pourra pas faire d'action méchante, donc ça va nous permettre d'écluser certaines possibilités. Et derrière, ça permet d'avoir une arborescence un peu plus étroite au niveau des choix et de faire des choix plus pertinents sans qu'ils soient en défaut avec un minimum de définition du personnage. Sans pour autant qu'il soit trop défini pour pas que je préfère un personnage LS où on est le solitaire, donc par exemple pour ceux qui connaissent, qui est plutôt un personnage un peu un paladin quoi. Le gars il est loyal, bon, il fait son boulot, plutôt que de définir un loup ardent qui est un personnage complètement écrit et qui est plus difficile à prendre en main en tant que joueur lecteur. Relation générale des personnages, passé, origine des personnages, conflits, avatars. Tout ça, c'est au niveau des persos, ce sont des personnages récurrents. C'est-à-dire que
Dans l'action du personnage, on a quelques personnages récurrents où on va en créer, mais on a déjà des personnages récurrents qu'on va pouvoir aussi réfléchir, leur donner aussi des qualités, des défauts, des désirs. Ça nous permettra de voir les interactions qu'ils ont par rapport à nous, s'ils sont plutôt notre ami, si à un moment donné ils vont se retourner contre nous, etc. Ça peut être aussi intéressant de créer justement des conflits, des intérêts. Surtout que Milk, à un moment donné, il met quand même des petites histoires, une liaison plus ou moins amoureuse. Donc on peut avoir des choses un peu intéressantes de ce côté-là. L'étape 5, réécriture du synopsis de chaque tome, résumé des intros. Ah, j'ai été trop vite, pardon. Je me suis trompé. Système de jeu, c'est pas ça. J'en étais aux phase 2. Réécriture des synopsis de chaque tome, résumé des introductions et pilote de chaque tome. Donc maintenant qu'on a défini beaucoup de choses, je pense que pour commencer à avoir une bonne vue de la série, là, l'étape 5, on va commencer à faire quelque chose d'assez important. Je vais réécrire les synopsis de chaque tome, donc par rapport à tout ce qu'on a écrit, les personnages et tout, on voit un peu plus clair. Bon, on a pris beaucoup plus de détails sur notre récit. Et donc peut-être écrire le début de chaque tome et la fin de chaque tome pour voir comment ça s'articule. Et donc à ce moment-là, on voit que c'est là qu'on va prendre des décisions aussi au niveau des tomes. Est-ce qu'on garde certains tomes? Est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on modifie le contenu de certains? Etc. etc. À ce moment-là, ce que vous voyez en dessous là, qui est la suite logique établie au départ, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas là-dessus. Je pense que les premiers, ça n'aurait pas changé. De mon idée, de ce que j'ai déjà vu, il y aura certains tomes qui vont changer et peut-être même en rajouter un ou deux. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi. On verra ça à la création de l'arc ici. En gros, pour aller vite, dans le dernier soldat, on fuit notre planète parce qu'on notre planète se fait envahir par un empire. Et dans les tours de Cafasso, à la fin, on s'échappe d'une prison parce qu'il se fait enfermer. Mais en fait, il ne boucle pas l'arc d'invasion. Ce que fait, il boucle un arc de vengeance par rapport au commandant qui est à la flotte qui détruit notre monde, qui conquit notre monde. Donc, on a un arc de vengeance qui est résolu, mais l'arc invasion, lui, n'est pas résolu. Et personnellement, il me plairait bien de le résoudre. Et bon, tout reprendre Cafasso pour résoudre un arc je vois pas trop comment ça peut se faire. Donc, j'envisage sûrement de faire peut-être un ou deux tomes en plus pour boucler cet arc-là et avoir une histoire complètement cohérente. On verra ça. Ensuite, phase 3, aspect ludique de la série. Donc maintenant qu'on a notre histoire et puis qu'on a, on a notre alignement, on a tous nos tomes décrits, enfin décrits. Disons que l'articulation entre les tomes écrits, les arcs globaux sont écrits. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'aspect du jeu, de l'aspect ludique de la série, donc le système de jeu. Maintenant qu'on a une vue globale sur l'histoire, il faut qu'on réfléchisse dans cette histoire comment va évoluer notre personnage en termes de mathématiques, de paramètres de jeu, de compétences, de statistiques, de points de vie, si on en veut, de ceci, cela, d'équipement. Est-ce qu'il a un vaisseau? Comment est le Veximo? Est-ce qu'il équipe le vaisseau? Il y avait une armure de combat. Est-ce qu'on équipe l'armure de combat? Donc il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui vont falloir réfléchir. Donc par exemple l'état initial du personnage, et sinon la variance, la progression et l'état final du personnage. Là, il y a plusieurs écoles. Soit on peut partir, il y a deux écoles majeures. Soit on part sur un système qui ne bouge pas du début à la fin. Au début, on part avec des valeurs basses, puis à la fin, on a avec des valeurs hautes. Donc, un peu comme le solitaire, quoi. Vous commencez habileté 15, endurance 30, puis vous finissez habileté 50, endurance 100, un truc comme ça. Il a pratiquement doublé ses stats tout le long des 3-4 saisons qu'il a fait. Soit on peut faire un truc plus fin, c'est que en fonction des arcs qu'on va faire, on peut complexifier les règles du jeu, c'est-à-dire faire apparaître des mécanismes. Par exemple, si la première partie au début il est en fuite, on pourrait imaginer que pendant sa fuite il n'ait pas accès à certaines compétences ou qu'il n'ait pas le temps de les mettre à jour, ou on pourrait imaginer qu'il n'ait pas certaines choses et qu'après, quand il commence à lever la tête et à se retrouver un peu indépendant, j'aimerais qu'il n'est plus dans la fuite, peut-être lui donner accès à certaines compétences, peut-être qu'il peut, au début par exemple, on pourrait imaginer que le vaisseau, au début il vole un vaisseau, et puis une armure de combat, donc on pourrait imaginer qu'il ne soit pas capable de s'en servir, enfin qu'il soit capable de s'en servir, mais qu'il n'ait pas la main dessus puisqu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a rien du tout, et donc on n'aurait pas besoin de définir des paramètres pour ces équipements-là, l'armure et le vaisseau, et puis à un moment donné, il va se retrouver à un moment donné où il va avoir suffi d'argent pour
pouvoir faire enfin ce qu'il veut. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à générer dire à partir de ce tome-là, vous allez générer votre argent, vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir équiper votre vaisseau, acheter des choses et créer des magasins, faire des transactions et rajouter une complexité de règles en même temps que le personnage évolue. Ça, c'est un truc qui est très bien, qui est assez original, qui se voit des fois. C'est à réfléchir, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Quand on a défini le système de jeu qu'on voit, on peut faire notre feuille d'aventure. Donc effectivement, dans ce cas-là, la feuille d'aventure a peut-être plusieurs versions si on décide de faire évoluer les règles pendant toute la série. Et puis ensuite, quand on aura fait ça, on fera un chapitrage des règles du jeu, voire peut-être les rédiger si on est d'accord sur ce qu'on veut faire. Au pire, faire un chapitre des règles, expliquer dans le chapitre là, on expliquera ça. Garder un aspect global des règles, et puis ensuite, peut-être après, quand on va aller encore plus profond dans les rédactions, comment j'appelle ça, dans l'articulation des arborescences de chaque tome, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra définir les règles plus précisément. Mais au pire, je vais quand même faire un chapitrage des règles et peut-être un petit résumé de ce que fait chaque chapitre. Sachant que là aussi, si les règles changent en fonction des chapitres, alors on aura les règles de tome à tome, les règles de etc. etc. Enfin, à la fin de cette phase 3, la planification Twin, puisque effectivement, maintenant que on va jouer avec Twin, donc on va créer les aventures sur Twin, donc ça va intégrer un système de programmation, donc création de personnages, fiches de combat, les sauvegardes aussi entre les tomes. Faut que je regarde, apparemment ça a l'air possible, mais j'ai pas encore fait de test. Création de personnages, j'ai déjà développé 2-3 outils. Les combats, j'ai fait un truc assez simple, donc ça devrait être pas trop mal. Donc après, en fonction des règles et ce qu'on fera, forcément, ça demanderait une partie de travail. Donc cette partie de programmation, je pense que je la ferai en parallèle, peut-être en off. Je pense pas que je ferai faire des sessions de programmation en ligne, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, quand j'avance bien sur une programmation, je pourrais toujours vous expliquer, vous montrer ce qui a été fait et quelle tête ça a. Donc ça, l'aspect ludique, avec ça, quand on aura fini, qu'on aura une petite planification Twin aussi derrière, on va commencer là à avoir, on a fini, j'ai envie de dire, à la fin de la phase 3, on a fini notre série dans le terme de globalité. On sait où on va, on sait ce qu'on veut raconter, on sait comment on veut le raconter, on voit à peu près ce qu'on va faire comme aventure, et donc on va pouvoir commencer à taper les tomes. Donc la phase 4, ça va être l'intrigue de chaque tome. Donc dans chaque tome, puisqu'on a écrit le début et la fin et le synopsis de chaque tome, on pourra pouvoir développer, comme à majorité, chaque tome se passe dans un système solaire différent, chaque planète. Donc on va déjà commencer à faire les PNJ importants donc de chaque tome, pour voir comment on va interagir avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur coin, etc. Une description globale du système géopolitique, histoire, société, culture, population de ce système solaire, donc dans lequel on arrive. On pourra aussi voir s'il a des liens avec ce système d'où on vient ou ce qu'on pourrait potentiellement aller après. On développera une arborescence globale et réflexion du système de jeu par rapport à l'arborescence, articulation de blocs. Donc ça, c'est une façon c'est une sorte de chapitrage arborescent de l'aventure. Ça veut dire qu'en gros, on va dire si le personnage arrive à tel endroit, qu'est-ce qu'il va résoudre comme quelle est sa première chose à résoudre. Et après, le deuxième chose qu'il a trouvé à résoudre, et quand on a écrit nos 3, ça va être une sorte de chapitrage. Sauf que là, au lieu d'avoir des chapitres 1, 2, 3, 4, 5 qui suivent comme dans un roman, on a un chapitre 1 qui va amener un chapitre 2 et un chapitre 2A et 2B plutôt, qui eux vont peut-être amener un C1, mais le 2A finalement va amener un C2 qui n'est accessible que par celui-là, etc. Et on va avoir une arborescence globale. Et dedans, après, il y aura une sous-arborescence plus précise, qui sera après. Mais déjà, réfléchir l'articulation globale donc de ce qu'on veut raconter comme histoire, sachant que comme on a les PNJ et on a le système déjà et qu'on sait l'histoire qu'on veut raconter, on peut déjà avoir des idées comment je pourrais dire j'ai perdu le mot, des idées rata. Des idées d'histoire, je sais plus, j'ai perdu le mot. Je parle plus français, les enfants. Ensuite, on fera l'équilibrage préparatoire. Donc là aussi, voir au niveau des paramètres de combat, donc par rapport au système de jeu.
Des intrigues, voilà, dévorer une information globale. Selon les intrigues qu'on va vouloir raconter avec les personnages, que font les personnages, on va définir différents chemins. L'équilibrage aussi, les chemins peuvent, les blocs peuvent être, pourront être aussi générés peut-être par le système de compétences. Et au niveau des paramètres de combat et des récompenses, on peut commencer à réfléchir aussi si par exemple certains blocs vont être plus orientés combat, plus orientés sur certaines compétences. En fonction des récompenses, on peut aussi faire des cohérences comme ça. Par exemple, je sais pas si par exemple une façon de résoudre le truc c'est de faire du combat, donner du loot de combat au personnage, peut-être s'il est dans une intrigue plutôt espionnage ou réflexion ou discussion ou énigme, peut-être donner des compétences sociales, je sais pas. Bon, après, il faut voir si on veut faire des trucs cohérents comme ça, ou on réfléchira aussi donc à la partie, donc puisqu'au début j'avais dit que le système de jeu devait aussi répondre au système, au scénario. Là aussi, il y a un petit équilibrage au niveau de ce qu'on veut faire dans l'évolution de l'aventure. Si on va être sympa avec le joueur ou pas, et donc sur quels paramètres on va agir. Rebouclage entre l'interaction entre les tomes, personnages figurants narratifs, donc ça devrait se passer à la fin de tous les trucs, parce qu'en fait l'idée c'est que je pense que là pour chaque tome en fait le tome comment j'ai parsé, il faut que je réfléchisse. Ouais, peut-être que ça va se passer à la fin, peut-être que je vais faire les étapes A, D de chaque tome et après reboucler les interactions entre les tomes. Ça devrait être plutôt peut-être un 4B, enfin ça va être un peu plus décalé. Je pense que les ABCD, on va les faire d'un coup sur chaque tome, donc on va faire ça une quinzaine de fois. Et après reboucler les interactions entre les tomes avec les personnages figurants, arc narratif ou choix à portée majeure. Donc ce que j'appelle un choix à portée majeure, c'est si par exemple on compte un personnage dans le tome 2, on lui a dit on a fait quelque chose avec lui, on a pas été sympa avec lui, peut-être qu'au tome 6 si on le revoit, il va être moins jouasse, si on est sympa avec lui, il peut nous aider. Donc là aussi, ce que j'appelle le choix à portée majeure, c'est-à-dire des choix qui peuvent avoir des répercussions sur plusieurs tomes, et non pas des choix qui ont des répercussions dans le même tome. Ou alors on peut le faire à chaque tome, mais je verrai bien. Ça peut se faire ça peut se faire en deux sens. Ça peut se faire au début, dire par exemple si tel personnage, on sait qu'on le rencontre au tome suivant, on peut commencer à réfléchir à une portée majeure, à un résultat, et faire des notes sur ce qu'on veut faire après. Et puis quand on arrive plus tard, reboucler sur ce qu'on avait prévu, voir si on tient la route ou pas. Ensuite, il y aura une phase 5, arborescence générale de chaque tome. Donc là, les gros blocs, on va les déplacer, on va un peu les dépioter, refaire des sous-blocs peut-être. Et là, on va vraiment mettre arc narratif, extension, médian, climax, résolution. Donc toute cette espèce de structure qui est liée au récit. Sauf que comme on est déstructuré, forcément, les péripéties, le médian, le climax, on va peut-être pas le maîtriser bien comme il faut, il va peut-être se balader selon les tomes. À savoir, est-ce qu'on peut garder cette structure-là? Je sais pas en fait, faut que je regarde. Je sais pas si ça va être possible de le faire. Normalement, ça devrait être possible. Si on garde ça en tête quand on fait qu'on va commencer à développer les blocs, faire détailler leur arborescence, voir si on peut se coller à ça de façon à avoir un récit quand même qui se tienne la route, quoi. Équilibrage d'évolution mécanique du perso, pareil. Donc là aussi, on va commencer après dans les blocs global, définir l'équilibrage et puis la mécanique du personnage. Donc l'équilibrage, on sait que tel type de personnage va faire tant de dégâts, va coûter tant de points de vie, va ceci, cela. Et en fonction de ça, on va pouvoir définir des chemins plus ou moins faciles. On va pouvoir choisir de faire une aventure plus ou moins difficile. Choisir des handicaps en fonction de ce qu'on veut faire, etc., etc. Donc tout ça, ça dépendra de l'état du personnage et de ce qu'on veut faire avec l'histoire. Donc ça, c'est complètement lié aux deux. Mais une fois de plus, quand on va travailler dans le tome, on va faire une partie purement littéraire et une partie mécanique ludique au niveau du système de jeu. Et toujours avoir un ping-pong entre les deux, de façon à ce qu'ils se répondent et qu'ils s'appellent, et qu'on ait, j'espère, faire quelque chose une belle mayonnaise, et puis un truc qui tienne bien la route. Ensuite, la phase 6, ce sera la fin, donc rédaction des tomes, réécriture, lecture, publication.
Sûrement sur Interaction et Itch.io, je sais pas, donc ça dépend après comment je vais... Si je fais juste que du Twin ou si je fais du PDF en même temps. Ça va dépendre de beaucoup de choses parce que en fonction de la structure, si je garde une structure PDF, ça va pas se programmer tout à fait pareil qu'une structure Twin pure. Par exemple, si on imagine que je dois trouver, mettons que j'ai un objet et qui doivent réagir à, mettons que j'ai une carte magnétique, une clé magnétique et que je t'arrive devant une porte fermée, on va me dire si vous avez la clé magnétique ou pas. Donc dans un PDF, on dira est-ce que vous avez la clé magnétique ou pas, vous allez à tel paragraphe, telle section pour si vous avez la clé, telle section si vous n'avez pas la clé. On peut travailler avec des choses un peu plus cachées. Si on dit, si vous vous retrouvez à un moment devant une porte fermée et que vous avez la clé, rajoutez 10 à la section où vous vous trouvez, par exemple. Donc ça demande à avoir des sections numérotées dans ce cas-là. Alors que si on travaille sur Twin, ben en fait on fait qu'une seule section. On fait une section, comment le gars prend la clé, et ben en fait on va rendre une variable clé qu'on va mettre à 1, et puis quand il arrive devant la porte, on fait un if. Si la variable est à 1, oh bah tiens, j'ai la carte, je peux rentrer dans le truc, et sinon, bah il n'y a rien. Et après, vous avez une seule section, alors là où vous en aviez 4 sur un PDF normal. Donc c'est cet aspect qui est beaucoup plus, pas interactif, qui est plus dynamique, qui fait que effectivement, quoique sur l'interaction, on peut poster des HTML, je pense. Parce que il y a une façon de sortir Twin en HTML aussi. Donc peut-être que HTML, ça pourrait... Ah oui, ça peut marcher HTML. Peut-être poster sur la gestion de HTML directement. Mais on verra bien si les gens souhaitent vraiment avoir un format plutôt PDF pour pouvoir jouer les combats et pouvoir remplir la feuille, parce que je comprends que ça pèse pas à tout le monde d'avoir un truc complètement automatisé. On verra bien. Sinon, bah, je ferai une programmation un peu plus longue, entre guillemets, quoi, et on restera sur du classique. J'implémenterai pas complètement tout le code condensé dans l'Itch.io. Je pense pas que je vais faire 2 fois la rédaction du truc. On verra bien. La rédaction, en fait, dans mon idée, c'est de rédiger un tome complet. Ensuite, rédiger le deuxième derrière. Et quand je vais rédiger le deuxième, je recule, je retourne au premier, je le relis. Je fais des relectures, réécritures ou pas si ça se passe bien. Et le deuxième jet devrait être publié. Et normalement, après, je fais un tome. Et je publie un tome sur 2 et j'avance comme ça. J'avance un tome suivant, je reviens au tome précédent, relecture, publication. J'avance au tome suivant. À chaque fois que j'ai fini un tome, je relis et je publie le tome précédent. Une centaine, 150 paragraphes, ça peut se faire en 1 ou 2 mois, je pense. 1 mois si je suis énervé, 2 mois si j'ai pas trop le temps. Ça dépend ce qu'on fait. Plus on aura été précis dans l'arborescence, plus on aura été précis. De toute façon, plus on aura mieux préparé notre truc au début, au niveau de la construction des personnages, des arcs narratifs, de la mécanique du jeu et tout, plus ce sera facile à la rédaction, et donc plus ça devrait être rapide. J'ai envie de dire 1 mois et demi par tome. Si on a 15, ça fait 15 mois et 7. On est à 24, on est déjà à 2 ans de rédaction, quoi. Sachant que toute la phase, les 4-5 premières phases qui sont les plus longues, je sais pas combien de temps ça va me prendre. En tout cas, j'ai beaucoup le faire en stream, ça. De toute façon, ça m'intéresse de le faire surtout en stream. Comme ça permet d'avoir des interactions, de faire aussi un petit côté tuto pour montrer comment on peut faire une série et puis une AVH, une aventure arborescente, comment on réfléchit au niveau de la conception des choix, des arcs, comment on lie aussi un système de jeu à l'arborescence, aux choix qu'on veut faire. Avec ma vision, effectivement, qui n'est pas la vision de tout le monde, hein, on est d'accord. Chacun fait comme il veut. J'aurai ma vision et puis on verra bien si on arrive au bout et si ça se passe bien et si on fait un truc pas trop mal, j'espère y arriver. Voilà. Donc j'en ai fini pour le moment. Présentation est là. Je vais poster ce superbe format TXT là. Je vais le poster dans les deux sujets, sur les 2 forums, RV1 et la taverne. Donc comme je disais, en dessous vous avez en dessous de la chaîne Twitch, vous avez une boîte à idées si vous avez des idées. Vous pouvez venir participer sur les forums. En cliquant sur la bannière du forum sous la page de Twitch, vous avez accès au forum. Et en dessous, j'ai mis un lien sujet concernant le projet qui vous amène directement sur un lien qui va directement sur le sujet lié à ce projet.
dans les forums. Donc si vous voulez aussi participer entre les vidéos, il n'y a pas de souci, je lirai. S'il y a des remarques pertinentes, je ferai même, je répondrai sur le forum, ou je ferai aussi, je peux faire une petite réponse, une petite réaction au début de chaque session, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Désolé d'avoir un peu bafouillé et tout, un peu de mal à parler au début, c'est normal. J'ai retrouvé une dynamique de présentation, un débit un peu plus propre. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'attends des réactions si vous en avez ou pas. Et de toute façon, on passera sur la première phase, donc les classements des informations des subsides de Milk, tout ça. On va faire ça sur Twin. Dimanche, vers 11h du matin, heure française, métropolitaine, on va dire. GMT plus 1 pour vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon samedi, une bonne fin de semaine, et à dimanche. Merci.